Bonsoir à tous. Je vous remercie de prendre le temps de nous écouter et merci à l'UFE, d'organiser le webinaire sur le thème, de conseils d'experts pour réussir votre acquisition immobilière. Ce webinaire va durer environ 20 à 25 minutes et nous prendrons le temps avec, Lisa de répondre à vos questions à la fin. N'hésitez pas tout du long à poser vos questions. Je suis Laure Lewis du cabinet Carte Financement, experte en financement immobilier pour les Français de l'étranger, et je suis accompagnée de Lisa Hérault, du cabinet Valorama, experte en matière d'assurance, emprunteur pour les Français de l'étranger. Bonsoir Laure, bonsoir à tous. Vous êtes très nombreux à faire appel à un crédit lorsque vous vous lancez dans une acquisition immobilière. Comme vous le savez, quasiment à chaque fois, une assurance emprunteur est demandée. De ce fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et dans les 2 cas, le pays de résidence a une incidence sur ces 2 sujets. Alors, je vous propose dans un premier temps, c'est de faire un point, sur, l'actualité, et puis ensuite, je vous donnerai des conseils pour bien préparer, votre demande de financement et puis Lisa en fera autant sur la partie assurance. Tout à fait. Je vous propose donc de passer à la partie donc actualité. Alors je n'ai pas beaucoup d'actualité en matière de crédit, si ce n'est que des bonnes nouvelles. Les taux sont toujours aussi bas. Sachez qu'en France, les taux sont fixes sur toute la durée, hein, donc ce qui est pas toujours le cas dans certains pays. Donc les taux sont toujours aussi bas. Au niveau du contexte bancaire, j'aurais tendance à dire, le début d'année prochaine est un bon moment pour vous lancer dans votre acquisition. Les banques sont toujours plus à l'écoute en début d'année qu'en fin d'année. Elles sont plus vigilantes, sur les durées d'emprunt. C'est peut-être ce qu'on a retenu cette année. Elles sont plus exigeantes en demande d'apport ou de contrepartie financière. En effet, le crédit rapporte de moins en moins aux banques, donc elles souhaitent, justement un peu plus d'intensité de relation, et un peu plus de revenus sur le dossier, donc elles en profitent pour demander plus de contrepartie financière et également, elles prennent plus de frais de dossier sur la mise en place de votre crédit. L'immobilier s'est très bien comporté en 2021. On a fait plus d'1 million de transactions, donc c'est un record malgré, la pandémie. Malgré aussi, malgré le Haut Conseil de stabilité financière qui a vraiment, mis le holà sur le taux d'endettement, il l'a baissé à 35. Donc on aurait pu s'attendre à une baisse, puis finalement, ça a été plutôt, toujours aussi positif. On a ressenti que le marché parisien était plutôt stable. Moi, j'ai enregistré beaucoup plus de demandes sur des maisons, des villas. On sentait que les Français à l'étranger avaient vraiment besoin d'un point d'ancrage en France. Fatalement, les prix, de l'immobilier en province ont fortement augmenté. Voilà, je vous ai juste parlé en matière de réglementation, il y a eu justement, pas vraiment un grand changement puisque c'était en début d'année 2021, mais ça a forcément eu une incidence, sur les demandes de crédit. Et donc ça a impacté un peu tout le monde, des clients fortunés ou des clients multi-investisseurs parce que la notion de reste à vivre n'est plus regardée dans l'endettement ou du moins sur une petite partie de la production de la banque et qui est souvent réservée pour des résidences principales. Donc ça a tout de même eu un impact sur les clients non résidents. Voilà. Elisa, as-tu des actualités sur l'assurance? Oui, alors de notre côté, il y a un projet de loi qui a été voté. Donc c'est par rapport crédits qui sont déjà en cours. Il y a plusieurs lois qui vous donnent la possibilité, qui donnent la possibilité aux emprunteurs d'échanger l'assurance de prêt. Ça, c'est déjà bien encadré aujourd'hui pour ceux qui ont, pour les prêts tout récents. Pendant la première année, vous pouvez changer ou si les prêts il a plus d'un an, vous pouvez changer une fois par an. Les nouveaux projets de loi, ils prévoient justement de vous donner la possibilité d'échanger à n'importe quel moment. Donc c'est un avantage important pour les emprunteurs parce que ça, si vous avez déjà des crédits en cours, ça vous permet de regarder si vous pouvez dynamiser un tout petit peu les coûts de l'échéance bancaire avec une baisse dans les coûts de l'assurance. C'est important et puis c'est toujours en faveur des emprunteurs et du consommateur. Voilà pour nous. Alors moi, je vais vous donner, des conseils, des points essentiels, à connaître, pour justement, bien mener, votre projet immobilier.
Donc je vais vous donner des généralités. Alors souvent quand même, le non-résident, il y a beaucoup de cas par cas, donc je vais vous donner des points clés et puis peut-être, si vous avez une demande bien spécifique, on pourra regarder. Je dirais que pour moi, le point essentiel avant de se lancer dans un projet immobilier, c'est de faire le point sur son financement. Donc que ce soit un banquier ou un courtier, assurez-vous, qu'il maîtrise bien l'international, qu'il accepte de vous financer, malgré votre pays de résidence, qu'il accepte de financer votre projet, hein. Tous les projets ne sont pas finançables. Il faut bien aussi, valider la structure d'achat, hein, ça c'est important. Si vous achetez à 2 par le biais d'une structure, parfois on a tendance à vouloir se lancer seul dans son acquisition, puis on ne s'est pas rendu compte, mais on n'a pas fait de contrat de mariage. Donc ça veut dire que ça implique le conjoint aussi, et donc il faudra que le compromis soit signé aux 2 noms. Donc c'est important de faire ce point sur l'apport et sur votre pays de résidence. Une fois que vous avez eu toutes vos réponses, alors vous allez me dire peut-être souvent votre banque ne souhaite pas donner réponse tant qu'il n'y a pas de projet identifié. Je pense qu'au moins vous pouvez avoir quelques éléments avant de vous lancer. Et l'idée, c'est que une fois que vous êtes prêt, c'est de faire une offre et dès que vous avez fait une offre, de bien informer votre financeur. Ça, c'est important parce que vous allez remettre à jour surtout, les conditions, et surtout s'assurer que ça n'a pas changé entre-temps parce que parfois, il peut s'écouler plusieurs mois et peut y avoir un changement en interne. Donc c'est important, informez votre financeur, préparez bien votre dossier de financement, mettez bien tous les documents. Également, entourez-vous, d'un notaire qui a l'habitude, du droit international et qui a l'habitude, de faire signer des procurations à distance. Concernant, l'obtention du crédit, vous savez, il y a souvent donc une clause suspensive d'obtention de prêt dans le compromis. Donc c'est si jamais, pour X raison, vous avez été refusé, vous récupérez votre dépôt de garantie. Donc on vous laisse en fait une fenêtre en général de 45 jours pour obtenir votre financement. Actuellement, on conseille 60 jours et j'aurais tendance à dire en fonction, de la période où vous lancez, notamment par exemple avant les fêtes, attention parce que le mois de décembre ne compte pas ou avant l'été, pareil, le mois d'août ne compte pas. Donc faites attention à ça, intégrez bien ça, dans votre délai de conditions suspensives et surtout prenez des nouvelles de votre demande de financement régulièrement, relancez, pour s'assurer que vous soyez bien dans les temps. Parfois, on a tendance à ne pas relancer alors qu'on a eu un accord de prêt, mais attention, derrière un accord de prêt, il y a aussi tous les aspects logistiques. Il y a l'entrée en relation, c'est-à-dire l'ouverture du compte. Est-ce que vous devez venir en France pour le faire? La mise en place des garanties. Attention, les assurances aussi. Ça, c'est important de bien intégrer ça. À partir du moment où vous avez bien le timing en tête, vous êtes déjà bien parti, dans votre achat. Pour moi, il est essentiel aussi, de bien valider, votre projet. Est-ce que votre projet est finançable? J'aurais tendance à conseiller des projets plutôt simples quand on est non résident, parce que c'est vrai que les projets avec beaucoup de travaux, les granges à rénover totalement, c'est ou les châteaux, c'est compliqué à financer donc pareil, il faut bien valider, est-ce que le financeur peut prendre ce type de demande? Concernant la durée de prêt, en général, c'est 20 ans. Il est difficile d'obtenir 25 ans. C'est 20 ans pour les non-résidents. Concernant le taux, alors sachez que c'est pas forcément le montant d'apport qui détermine le taux, c'est plutôt la banque. Chaque banque a sa grille de taux et sa stratégie. C'est aussi la durée et le niveau de revenu. Voilà. Alors généralement, on octroie toujours des crédits amortissables, c'est-à-dire l'intérêt plus le capital tous les mois. De temps en temps, en fonction, de la taille de la demande, si c'est un projet à plusieurs millions, on peut aussi faire un prêt hybride, c'est-à-dire amortissable et in fine. Donc in fine, c'est vous payez uniquement les intérêts et le capital à la fin, ce qui permet d'alléger les mensualités. J'aurais tendance aussi à me focaliser sur un point essentiel, c'est l'apport. En tant que non-résident, il faut vraiment partir, garder à l'esprit que si vous n'avez pas 30 de côté, du montant financé pour un bien en dessous de 700 000 €, ça va être très compliqué d'obtenir un financement. Dans ces 30 je note qu'il y a 10 de frais annexes, dont les frais de notaire. Si vous n'avez pas ces fonds de côté, ça va être très compliqué pour finaliser une opération immobilière dans le cadre d'un financement. Pour les biens au-dessus de 700 000, pareil, c'est beaucoup de cas par cas et j'aurais plutôt tendance à dire parfois 40 parce qu'on peut financer techniquement jusqu'à 100 de l'opération, mais dans tous les cas, il y aura toujours des contreparties financières de demander. Donc le ratio, c'est 30, en dessous de 700,
plutôt 40 au-dessus de 700, en intégrant bien sûr les frais annexes, dont les frais de notaire. Pareil, donc en tant que non-résident, on regarde toujours aussi comment vous avez constitué votre apport. Est-ce que ça a été de l'épargne? Bon, elles ont tendance à remonter à 12 mois de relevé de compte, et donc il faut bien que cet apport, ait été constitué par votre épargne. Si ça vient d'une vente, si ça vient, d'un bonus, bien évidemment, vous serez en mesure de le justifier. Si ça vient, d'une donation, c'est pareil, il faut que ce soit réglementé. Il ne faut pas hésiter à faire, justement cette donation devant un notaire. Vous pouvez aussi le faire, auprès du fisc français, mais c'est toujours un peu plus long. Concernant aussi, dernièrement, j'ai noté qu'il y a de plus en plus, de clients qui investissent en crypto-monnaie. Donc ça, c'est vrai que c'est une belle diversification, c'est certain, mais les banques ont souvent du mal quand l'apport vient de la crypto. Donc j'aurais tendance à vous dire: «Faites attention à ça». Hem, Concernant la taille de votre projet, pour les non-résidents, c'est vrai que le montant à financer commence à 150 000 € en termes de montant de crédit, donc ça veut dire que le bien doit être au moins de 200 000 € pour qu'on puisse, trouver des solutions de financement. Voilà, je vais faire un petit focus sur l'apport déjà, donc je pense que je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense qu'il est important aussi de bien noter le taux d'endettement. Parfois, on a tendance à penser qu'il y a pas de souci. Attention, déjà, toutes les banques ne prennent pas le revenu variable en compte. Donc ça peut jouer aussi, sur votre endettement. Toutes les banques ne vont pas prendre en compte le futur revenu locatif, si c'est un projet locatif. Donc vraiment, c'est important de bien valider ça en amont. Et j'aurais tendance à dire que votre dossier doit être irréprochable, même si peut-être vous avez le droit à un découvert dans votre, pays de résidence, même si vous êtes fortuné et que la banque a accepté ce découvert, vraiment, n'envoyez pas de signaux négatifs à la future banque qui va vous financer. Donc j'aurais tendance à dire: «Compte irréprochable» et tout se passera très bien. Bien évidemment, pour avoir un crédit, il faut une situation stable et des revenus et des flux mensuels. Ça, c'est vraiment une condition aussi forte que l'apport. Donc si vous êtes en contrat permanent, ça c'est très bien. Il faut être en dehors de sa période d'essai et avoir au moins 3 fiches de paye. Il peut arriver que parfois vous soyez en contrat, contrat CDD. Donc ça, si vous travaillez pour des ONG, on peut trouver des solutions. Et si c'est un pur contrat CDD, c'est comme en France, c'est très compliqué pour un financement. Il peut aussi il arrive parfois que vous soyez aussi chef d'entreprise, hein, c'est très courant. Donc là, on aura plutôt des solutions, pour, des projets assez importants. Tout ce qui est petit dossier chef d'entreprise, on manque d'expertise malheureusement en banque. Ils ne savent pas étudier des bilans même en France, donc ils n'y arriveront pas à l'étranger. Donc pour ça, il faut quand même que ce soit des projets au-delà de 500 000 € pour qu'on puisse avoir des banquiers privés, des banquiers patrimoniaux intéressés par le dossier. Je vous disais aussi tout à l'heure de bien préparer votre dossier au niveau, des documents, hein. Ça, c'est un point clé aussi. Il faut avoir tous les documents prêts au moment où vous vous lancez, dans la signature de votre compromis. Il faut surtout avoir tous les documents demandés parce que s'il y a un document qui n'est pas, disponible et qui est malgré tout demandé par la banque peut vous refuser le crédit, hein. C'est très important. Voilà, je vous mets aussi en garde sur la structure de l'emprunteur. On a souvent tendance à vouloir passer par des SCI parce qu'on se dit que c'est de droit français, donc on va avoir plus de chances sur le crédit. Pas forcément parce qu'on va mélanger une structure. En plus, on va rajouter le fait que le bénéficiaire effectif de cette structure est, non résident. Donc pour des projets en dessous de 700 000, on va dire 500 000 €, on va perdre beaucoup de banquiers. Donc il faut vraiment que la structure reste simple, et le projet également, surtout au niveau de l'actif à financer. Je me suis permise de vous donner des exemples, que nous avons finalisés en 2021, des exemples concrets. Là, c'était un salarié à New York voilà, qui a décidé d'acheter un bien à Paris pour un montant de 300 000 €. On lui a demandé 20 d'apport. Il a eu un taux à 1,50 et on lui a demandé d'ouvrir à peu près d'ouvrir un compte avec 10 000 € sur le compte. Voilà, tout s'est fait à distance. Ensuite, on a aussi financé un Français à Montréal qui achetait un appartement avec, des travaux à financer. Donc on l'a accompagné à hauteur de 70 du total et il a placé un peu d'argent aussi en face à la banque et a obtenu un taux de 1,20 sur 15 ans.
Et le dernier exemple, c'est un salarié français à Mexico. Donc lui, il a investi à Lille avec donc un petit peu de travaux. Donc on l'a accompagné à hauteur de 85% du financement plus les travaux. Et il a obtenu un 10 sur 20 ans et on lui a demandé de placer 20 000 € d'épargne. Voilà, donc comme je vous disais, les non-résidents, c'est beaucoup de cas par cas, donc n'hésitez pas à nous interroger. Carte Financement, c'est donc un courtier en financement qui appartient au groupe Artémis Courtage, qui est plutôt un généraliste sur la résidence principale pour les Français en France. Nos frais sont uniquement facturés au succès de l'opération, donc n'hésitez pas à nous solliciter pour avoir des conseils. Juste pour donner un petit aperçu sur Carte Financement, on existe depuis plus de 10 ans. Nous sommes spécialisés sur les niches, dont les non-résidents, les chefs d'entreprise et les professionnels de l'immobilier. Nous avons financé à peu près sur 2021 275 millions, dont 50 millions ont été financés pour des projets de non-résidents. Voilà. Nous avons mis aussi en place une plateforme en ligne. Vous pouvez donc remplir votre dossier et avoir des vraies réponses concrètes qui prennent en compte beaucoup de critères de banque pour des non-résidents afin de mener à bien votre projet. Nous sommes tous bilingues, donc n'hésitez pas, si vous avez un conjoint qui est anglophone, nous pouvons aussi tout recevoir en anglais. Je vais laisser la parole à Lisa. Merci Laure. Petite parenthèse avant de parler sur l'assurance. Il y a beaucoup de questions sur nos contacts, si on va envoyer la présentation, ça va être envoyé par la suite et puis vous aurez à la fin nos contacts. Donc, merci Laure, je vais vous parler rapidement sur l'assurance de prêt. Donc, comme Laure vous a dit brièvement, l'assurance, ça va être une exigence de la banque pour pouvoir accorder les crédits. Elle sera demandée pour vous couvrir en cas de décès et en cas de maladie, d'invalidité ou d'incapacité de l'emprunteur. L'assurance, elle représente une double protection pour la banque, pour être sûr que s'il y a quelque chose qui arrive à l'emprunteur, les prêts il pourra continuer à être remboursés, mais aussi pour votre famille, parce qu'en cas de sinistre, notamment les décès, votre famille elle sera protégée, vous n'aurez pas à continuer, vous ne laisserez pas en dette à votre famille pour continuer à payer un prêt. Elle a un coût qui est non négligeable. Je vous montrerai un petit peu plus après dans la présentation un exemple pour que vous ayez une idée de qu'est-ce que vous pouvez économiser avec l'assurance, une délégation d'assurance. Pour ceux qui ont déjà un prêt en France, l'assurance, aujourd'hui, le marché de l'assurance, il est ouvert. Vous avez la possibilité de choisir vous-même votre assurance et de proposer ces contrats à votre banque. Il y a la loi qui encadre cette démarche-là. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans ces cas-là, vous pouvez aussi regarder si une assurance externe peut être envisageable pour votre projet. Concrètement, pourquoi faire appel, dans les cas où vous êtes non-résident, pourquoi faire appel à un courtier en crédit comme Valorama? Nous sommes courtiers spécialisés pour les expatriés et les non-résidents. L'assurance sera exigée par la banque et on sait que ce sont des démarches qui arrivent dans 90% de cas à la fin du process de crédit. Donc, vous êtes pressé et vous voulez finaliser votre projet. L'effet de faire appel à un courtier en assurance comme nous, Valorama, vous fait gagner de temps et avoir une réponse rapide et qui va être acceptée par votre banque. Notre société, elle a été créée en 2012 par notre directeur Pierre Tunus, qui a une solide expérience en banque internationale. Notre société, elle a été créée pour apporter un service qui était alors inexistant, c'est-à-dire d'offrir des process d'adhésion simples, à distance et avec des contrats compétitifs. Si on peut synthétiser l'assurance de prêt, on peut dire que c'est une exigence bancaire
Elle va être exigée à l'ensemble des emprunteurs. Si vous faites une démarche de crédit avec votre conjoint, la banque, elle peut exiger l'assurance pour les deux emprunteurs et elle sera répartie en fonction des revenus du couple. Il y a une double protection et pour la banque et pour votre famille. Et les marchés, il est ouvert. Aujourd'hui, vous avez les droits de choisir votre assurance externe et de proposer à la banque les contrats les plus compétitifs pour vous. En règle générale, quels sont les types de crédits qui sont concernés? Eh bien, principalement la résidence principale, la résidence secondaire, des investissements locatifs et les rachats des soutes. La banque elle peut aussi exiger l'assurance dans le cadre d'un prêt à la consommation ou des prêts personnels, des crédits de trésorerie, revolving ou des lignes de crédit. En général, la banque, à tout moment, à partir du moment où c'est un crédit, peut vous exiger cette garantie-là. Les avantages de passer par un courtier spécialisé comme nous, Valorama, c'est que si vous avez un projet immobilier où les biens ne se situent pas en France, nous, on peut intervenir. Pareil, si la banque est située dans l'Union européenne, on peut vous proposer une assurance et même si le prêt n'est pas en euros, s'il est par exemple en francs suisses. Quel niveau de garantie vous sera exigé? Il y a deux niveaux. Les premiers niveaux, qui est le niveau de base, c'est les décès et la perte totale et irréversible d'autonomie. Il est souvent exigé pour des investissements de type locatif. Quand il s'agit d'une résidence secondaire ou d'une résidence principale, la banque, elle va demander un petit peu plus de garantie, c'est-à-dire la base, décès et perte totale et irréversible d'autonomie et l'incapacité et l'invalidité du travail. Le but, c'est de pouvoir continuer à payer les échéances bancaires en cas de problème. Si vous avez une maladie ou un accident qui vous empêche de continuer à travailler, il faut que la banque soit sûre que vous aurez la possibilité de continuer à rembourser votre prêt. De même pour en cas de décès. Quand vous faites appel à nos services, il faut être sûr qu'on pense à tous les éléments importants qui sont évidemment proposer les meilleurs tarifs, de vous proposer un contrat qui va être irrévocable. On prend en compte que en tant que non-résident, vous êtes amené à changer de pays et que vous devez être assuré en toutes ces circonstances-là. Nos contrats, ils prennent en compte ces aléas et peu importe ce qui se passe pendant la vie de contrat, les garanties, elles vont pas changer, elles vont vous couvrir de la même façon. La territorialité, c'est très important pour vous. Si vous êtes résident aux États-Unis, au Mexique ou au Canada, il n'y a pas tous les contrats d'assurance qui proposent qui peuvent vous couvrir. Donc, c'est les points de départ pour nous. Regardez un contrat qui puisse vous couvrir pour ne pas perdre de temps et avoir des mauvaises surprises à la fin du process. On regarde aussitôt que ça soit adapté à votre profil. Bien évidemment, on prend en compte que l'assurance est une petite partie de tout votre projet de crédit et on fait en sorte que ça soit les process les plus simples possibles pour ne pas ajouter encore plus de démarches difficiles à votre projet immobilier. Un point très important, c'est la fiabilité des process auprès des banques. On a une très bonne relation avec les banquiers et avec les professionnels de crédit, Concat Financement, qui est spécialisé dans les crédits. On fait en sorte d'avoir de fluidifier le plus possible l'information et que tout se passe de la meilleure façon pour vous. Comme j'ai dit précédemment, tous nos process se font de manière dématérialisée. On se met à votre place et on sait que aujourd'hui il faut aller rapidement, il faut que tous les process se fassent de manière dématérialisée. Tous nos documents, on essaye au maximum de proposer la signature électronique pour éviter l'impression de papier ou l'envoi par la poste. Donc on privilégie tout ce qui
tout ce qui est signature électronique. Mais on peut aussi faire les circuits classiques où vous imprimez les documents, vous les scannez, vous nous les adressez. Mais en tout cas, on fait tout à distance et très rapidement. Un cas précis sur les gains que vous pouvez faire avec les dossiers d'assurance. Pour un salarié de 35 ans qui fait un emprunt de 400 000 euros sur 20 ans, typiquement, un contrat de banque va coûter 16 000 euros, ce qui représente 0,20% en taux moyen. Nous, assurance externe, on aura la possibilité de choisir les contrats qui s'adaptent le mieux à votre profil et on pourra proposer, par exemple, un taux autour de 0,08% qui représente 6 400 euros au coût total. Donc, vous économisez à peu près 60%. Comment ça se passe une demande d'assurance? Notre point de départ, c'est la réception de la demande de devis. On signe, on complète un formulaire en ligne qui nous donne les informations qu'il nous faut pour répondre rapidement à votre demande. On vous envoie dans les heures qui suivent la réception de la demande, on vous envoie les devis. Si vous êtes OK avec les devis qu'on vous a adressés, si c'est pas possible dans les jours même, les lendemains, on vous adresse les process de souscription. On privilégie toujours l'adhésion en ligne. Si par rapport au montant, on peut pas proposer la signature électronique, à ce moment-là, la première partie se passe de la même façon. En 12 jours, vous avez déjà les projets d'assurance et les documents qu'il faut compléter avec la liste des examens médicaux que vous devrez faire. On s'adapte au pays des résidences. Si vous êtes par exemple aux États-Unis, on va privilégier les contrats qui proposent les formalités médicales en anglais. De même, pour ceux qui sont au Mexique, on sait qu'il y a beaucoup par exemple, des centres médicaux qui sont capables de compléter les documents en anglais. Donc, on va tout faire pour faciliter ces démarches-là. Je vais aller plus vite. Comment ça se passe pour la demande des devis? Sur notre site valorama.fr, sur la partie supérieure à droite, vous pouvez cliquer sur devis et il y aura notre formulaire qui va se générer automatiquement. Il faut les compléter au mieux avec toutes les informations dont vous avez connaissance et les devis nous parviennent directement et on vous envoie un email dès que possible avec les projets d'assurance et on vous appelle par la suite pour discuter sur votre projet. Nous sommes une équipe internationale. On a été expatriés ou habitants dans un autre pays à un moment ou à un autre. Donc, on sait très bien que c'est difficile de faire des papiers ou de faire des démarches d'un pays étranger. Donc, on connaît la situation et on fait les maximums pour simplifier et fluidifier le plus possible et puis amener à bien votre projet immobilier. Donc, on s'est mis à votre disposition. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'assurance. On va passer, si tu es d'accord, Laure, à la partie de questions. Bien sûr, je vais prendre déjà une question par rapport. Alors, je vais prendre la question. Pour ceux d'entre nous résidents fiscaux aux États-Unis, FATCA rend les emprunts auprès de banques françaises ou même européennes impossibles. Des conseils à ce sujet? Écoutez, moi j'aurais tendance à dire, c'est vrai qu'il y a moins d'options pour les Français qui sont aux États-Unis, mais nous en avons quelques-unes identifiées. Tout dépend bien sûr de votre dossier. J'aurais tendance à dire, si vous êtes salarié résident aux États-Unis, nous pouvons vous accompagner. Il y a des solutions sur le marché. Si vous êtes chef d'entreprise, disons que si nous sommes sur un projet en dessous de 500 ou 700 000, ça devient un peu plus compliqué. Mais vous pouvez nous interroger à partir, on va dire, de 500 000 euros. Il y aura peut-être des options un peu différentes et avec
peut-être plus d'apports de demandés. Comme je vous disais, il faut trouver de l'expertise auprès des banquiers et donc ils veulent quand même un dossier assez conséquent pour pouvoir accompagner un chef d'entreprise parce que c'est un dossier plus compliqué à monter. Il faut savoir, enfin, il faut pouvoir étudier la santé financière de l'entreprise, des bilans en langue anglaise et tous les banquiers ne sont pas forcément, experts dans ce domaine. Donc, n'hésitez pas à nous interroger. Après, tout dépend aussi de l'endroit où vous achetez. Comme je vous dis, il y a un critère de territorialité au niveau des banques. Toutes les banques ne financent pas partout en France. Donc, on va dire qu'on va retrouver plus des banques en mesure d'accompagner des gens aux États-Unis, plutôt à Paris, plutôt sur la région PACA, parce que bah, c'est souvent là où il y a des demandes, où il y a un vrai attrait à l'international aussi. Donc n'hésitez pas à nous interroger pour vos demandes de crédit depuis les États-Unis. Je vous assure, c'est possible. De mon côté, il y a Géraldine qui demande à quel moment dois-je commencer les process d'assurance. Moi, je dirais dès que possible. Parce que de toute façon, l'assurance, une fois que vous savez déjà la banque qui va financer et les montages de prêts, vous pouvez à ce moment-là vous interroger sur l'assurance qui de toute façon va être exigée. Même si l'assurance, parce que nous, c'est une petite partie de process de crédit, donc on peut finaliser très rapidement la mise en place de l'assurance. Même si on a l'accord sur l'assurance, on peut la mettre en stand-by le temps que vous finissez votre projet auprès de la banque. Donc, si vous êtes dans la démarche de faire tous les documents pour les crédits, il faut en profiter pour faire aussi l'assurance et puis l'activer dès que vous aurez les besoins. Voilà. Je vais prendre la question de Patricia. Je suis célibataire, résidente et franco-canadienne. Je suis propriétaire au Canada d'une maison avec une equity d'environ 150 000 $. Est-ce que je peux utiliser cette equity pour financer une acquisition immobilière en France? Et non. Donc comme je vous expliquais sur la partie apport, les banques souhaitent tout de même que cet apport soit constitué par votre épargne et non par le biais d'un refinancement. C'est plus une question de risque. Elles n'ont pas envie qu'un apport soit financé par un autre crédit. Voilà, tout simplement. Mince. Sinon, continue pour la Bonjour, prochaine je question. vais prendre la question d'Alexandre. Bonjour, je vis à New York depuis 20 ans et souhaite acheter un pied-à-terre à Paris. Malheureusement, ma banque américaine ne prête pas pour une acquisition à l'étranger et ma banque française ne prête pas car je n'ai pas payé d'impôts en France depuis 20 ans. Comment obtenir un prêt quand on est expatrié? Pareil, je vous encourage à faire une demande. Donc, tout dépendra aussi de votre situation personnelle, mais on va pouvoir, sur le principe basé à New York, même si vous n'avez jamais payé d'impôts en France, c'est pas ce qui est important. On va vous demander justement vos W2, vos tax returns pour les 2 dernières années dans votre pays de résidence et c'est comme ça qu'on va regarder votre dossier. Il y a Clotilde qui demande, est-ce qu'une assurance vie peut remplacer une assurance de prêt? Non, c'est très, très spécifique en France. Pour un dossier de crédit, il y aura un dossier d'assurance, un contrat d'assurance qui doit être adossé à un prêt, au prêt que vous êtes en train de financer. Donc, il faut vraiment commencer une démarche d'assurance exprès pour cette opération. Alors, j'ai Heather qui me demande, vous pouvez donner des exemples pour les non-salariés chefs d'entreprise? Je ne sais pas dans quel pays vous êtes. Si vous êtes aux États-Unis, en effet, nous avons déjà et nous accompagnons des chefs d'entreprise aux États-Unis. Donc, c'est plutôt pour des dossiers un peu plus importants. Nous avons accompagné un chef d'entreprise qui a acheté un bien aux alentours de 1,5 million. Il a été accompagné quasiment à 100% de son financement. Et il y a une épargne qui lui a été demandée, une épargne à hauteur de quasiment 1 million d'euros. Donc là, c'était différent parce que le client voulait aussi placer cette épargne. Et cette épargne a été placée en dollars, pour information. Donc le client a obtenu son prêt en euros et a pu en fait déplacer son épargne dans une société de gestion qui était c'est passé de sa société de gestion aux États-Unis vers une autre société de gestion et donc la banque a pris un collatéral sur ce placement-là en dollars. Donc ça a été possible pour un chef d'entreprise aux États-Unis. J'ai également financé un avocat donc qui était en profession libérale, donc pareil, pas forcément le statut de salarié. Lui, il a acheté sur la côte au niveau de Nice. Donc il a été accompagné à hauteur de 70% du montant.
Le client a apporté 30 plus les frais de notaire. Donc là, c'est pareil, c'était plutôt une banque qui finance, pareil, dans le sud, donc pas forcément elle peut pas financer partout. Donc elle a accepté le dossier, elle a demandé 30 d'apport plus les frais de notaire et le client a déposé à peu près 50 000 €. Voilà, 50 000 € et il a même obtenu un très bon taux, puisque c'était une résidence secondaire et la banque lui a donné un taux à 1,10 sur 20 ans. Voilà. Donc comme je vous disais, vraiment, ça dépend de l'endroit où vous achetez, ça dépend, des partenaires, de banquiers que nous avons. Donc c'est compliqué de vous donner un taux précis, tout dépend de votre pays de résidence, votre activité et de l'endroit où vous achetez. Voilà. Pour l'assurance, en fait, ça revient beaucoup. La question si on peut, aux États-Unis, on a tendance à avoir beaucoup plusieurs assurances vie et on nous demande si on peut utiliser l'assurance vie que vous avez dans votre pays pour l'assurance qui vous demande la banque, si vous pouvez l'utiliser. Et non, vous pouvez pas. Encore une fois, c'est très particulier en France. La banque vous demandera un contrat de droit français qui va couvrir un crédit pour un bien que vous financez via leur organisme. Donc c'est particulier et vous serez obligé à faire ces démarches-là. C'est une obligation pour l'octroi de crédit. Alors, je vais aussi, pareil, faire comme Lisa, parce qu'il y a une question qui revient souvent, c'est la question du contrat de travail aux États-Unis. C'est vrai qu'il n'y a pas de CDI aux États-Unis, on peut être viré du jour au lendemain. Mais souvent, en fait, vous êtes très souvent tous embauchés at will. Donc, le at will, en fait, correspond au contrat permanent du type CDI. Donc ça suffit. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de date de fin, en fait, dans votre embauche et c'est vrai qu'aux États-Unis, il n'y a pas toujours des contrats de travail, ça n'existe pas toujours. C'est juste la lettre d'embauche ou même parfois le mail d'embauche. Donc ce qu'on peut demander souvent, c'est une lettre de l'employeur qui reprend juste les termes: embauché depuis quand, le job title, le salaire de base et qu'il est bien embauché de façon permanente. Voilà, at will. Sylvie demande, lorsque j'étais en France, j'avais dû souscrire une hypothèque au lieu d'une caution, car j'avais des obstacles médicaux. Maintenant, en tant qu'expat, qu'en est-il? Sur des sujets médicaux, évidemment, c'est au cas par cas. C'est chaque assureur qui va regarder les dossiers d'une certaine façon. Il est possible, parce que c'est les assureurs, ils regardent les statistiques. Il y a des maladies, des pathologies qui peuvent ne pas être acceptées par un assureur et acceptées chez les concurrents. C'est possible, la tendance change en fonction de ce qui se passe statistiquement pour l'assureur au courant de l'année. Donc, Sylvie, si vous avez un problème médical, ça ne veut pas dire que si vous faites la même démarche, ça va aboutir de la même façon. Donc, c'est au cas par cas et il faut soumettre les dossiers et puis voir quel résultat on peut obtenir. Alors, je vais prendre la question de Sophie. Y a-t-il une limite d'âge pour un prêt immobilier en tant que non-résident? Ça, c'est un sujet important. Alors, moi, c'est mon expérience professionnelle qui parle. Après, je comprends et peut-être vous avez peut-être une banque qui vous accepte même si vous avez un certain âge. Moi, ce que je vois, en tout cas sur les dossiers actuels, dès que le client a plus de 54 ans, ça devient compliqué pour avoir une vraie réponse. Donc pareil, ça dépend aussi de l'endroit où vous achetez. Il y a des banques qui sont un tout petit peu plus souples sur ce sujet. Donc j'aurais tendance à dire au-delà de 54 ans, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que, il y a un sujet, ils ne savent pas anticiper vos revenus à la retraite. On n'a pas toujours ces chiffres-là et parfois vous êtes dans un pays où la retraite est par capitalisation et ils ont du mal à se projeter parce que si le crédit est sur 15 ans, ben, pour eux, il va y avoir aussi ces revenus à la retraite à anticiper et par expérience, ils préfèrent ne pas y aller. Heu, j'ai pu voir quand même je pense que Lisa pourra en parler, il peut s'avérer que de temps en temps des banques financent des non-résidents, au-delà de 54 ans donc voilà, et qui peuvent totalement être assurés chez Valorama notamment, donc c'est vraiment c'est un vrai sujet
Et c'est vrai que nous, au-delà de 54 ans, si c'est une demande en dessous de 700 000 €, on va plutôt avoir des interlocuteurs qui sont pas en mesure de se projeter là-dessus. Si c'est un projet à plusieurs millions d'euros, vous êtes, aux alentours de 60 ans, bah, ça se regarde aussi parce que, l'assurance emprunteur n'est pas toujours exigée, au moins, on va dire en partie sur le crédit, et les enjeux sont pas les mêmes, donc n'hésitez pas aussi à nous interroger au cas par cas. Voilà. Alors, il y avait une question, j'ai lu, par contre, je la trouve plus. Il parlait sur quel était les taux moyens d'assurance sur 20 ans. Là, pour l'assurance, il faut tout le temps prendre en compte les montants, la durée et l'âge de la personne. Donc, pour avoir à nous, on peut regarder rapidement quel est le meilleur taux qu'on pourra vous proposer, mais c'est au cas par cas selon votre âge. Et aussi pour revenir un petit peu sur les points dès lors sur l'âge à laquelle vous pouvez emprunter, moi, du côté assurance, nous, on peut vous assurer jusqu'à 85 ans, 90 ans. Donc, c'est assez large, mais l'assurance, elle est adossée à votre crédit. Donc, d'abord, il faut avoir les projets des financements et l'assurance, de toute façon, on peut toujours trouver une solution et elle va suivre votre projet. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, je vais prendre la question de Mélissa. Est-ce que cela a une incidence si seulement l'un des conjoints est français? Pas d'incidence. Le plus important, c'est vraiment de montrer le lien avec la France. Donc, dans le cadre d'un couple mixte, ce qui est important, c'est d'en avoir un de français. On a ressenti cette année qu'il y a de moins en moins de banques qui souhaitent financer les purs étrangers. Elles ont un petit peu plus de mal à les financer parce qu'elles ont déjà beaucoup de demandes de crédit venant pour des résidences principales. Et donc certaines, et puis il y a de plus en plus de sujets sur la conformité, donc les démarches administratives en interne au sein des banques sont de plus en plus lourdes pour tout ce qui est clients étrangers. Donc sachez qu'en tout cas, s'il y a dans le couple quelqu'un de nationalité française, ça c'est vraiment très bien. C'est une véritable histoire à raconter à la banque. Il y a un lien. Vous achetez dans votre pays d'origine. Donc ça, ce n'est pas un problème d'avoir un des 2 qui a une nationalité qui n'est pas française. Alors, je pense que de mon côté, il n'y a pas d'autres questions ont été soulevées pour l'assurance. Je peux rajouter un petit commentaire aux dernières questions de l'heure. Mmh. Si c'est votre cas et que vous financez un prêt, si un de vos partenaires, enfin si vous êtes français et votre conjoint est non-résident, pour point de vue d'assurance, il n'y a absolument aucun problème. En fait, les non-résidents et les expatriés sont acceptés exactement de la même façon. Un Français ou un non-résident aura exactement la même acceptation et puis les mêmes tarifs. Alors j'ai la question de Monique qui me demande si un jour on va présenter en anglais. Donc, alors c'est un webinaire qui s'adresse aux Français de l'étranger. Lisa et moi, nous sommes bilingues. Donc, si vous avez un sujet en particulier où vous avez besoin d'échanger en anglais, on peut faire une visio tout simplement avec vous et votre conjoint et justement parler en anglais. Pour votre information aussi, notre système qui étudie votre dossier, notre plateforme, est aussi traduit en anglais et je crois aussi que c'est la même chose pour Valorama. Oui, pour nous, et puis Laure, elle avait bien dit pendant la présentation, c'est le cas que si votre conjoint il parle anglais, en cas de besoin, nos équipes, ils sont bilingues, ils ont la possibilité de répondre à vos questions. Parfois, il y a quel conjoint français qui est assuré, mais évidemment, si ça soulève des questions, l'assurance pour votre conjoint qui a besoin d'avoir des réponses et dans votre langue, c'est tout à fait possible. Je vais prendre la question de Caroline qui me demande: pour un achat immobilier important, doit-on se préoccuper de l'ISF en tant que non-résident? Donc maintenant, ça s'appelle l'IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière. Donc oui, pour information, cela concerne les non-résidents.
Et donc c'est à partir, quand votre bien commence à, en effet, à avoir une valeur de plus de entre 1,2 million, 1,3 million, il faut commencer à avoir des sujets de financement pour, si vous voulez vous endetter pour éviter l'IFI. Alors pour ces détails-là, peut-être qu'il faudra en parler avec un notaire ou un fiscaliste, mais sachez aussi que si vous investissez en France et que c'est un investissement locatif, vous devez aussi payer vos impôts en France sur le revenu foncier. Voilà. Alors pour l'assurance, Plus de questions? je n'ai plus de questions, sauf s'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question. Alors je vais prendre la question de Sou. Est-ce que contacter vos 2 entreprises Carte Financement et Valorama suffit pour commencer un dossier de financement ou dois-je contacter d'autres partenaires? Merci. Vous pouvez contacter, Carte Financement et Valorama, et si, nos conseils, vous suffisent, voilà, n'hésitez pas à continuer, par la suite, à prendre un contact avec un notaire, c'est bien aussi. Si vous avez vraiment envie de vous lancer, et que le projet, est quasiment, mûr, en effet, ça a du sens aussi de prendre conseil auprès d'un notaire. Et en question des Christians, quel est les taux moyens d'assurance? Les taux moyens, il est calculé en fonction du montant, de l'âge et de la durée, enfin de l'âge de l'emprunteur et de la durée du prêt. Donc à partir du moment où on a ces 3 éléments-là, on pourrait vous indiquer les taux moyens. Il faut garder en tête que en général, les assurances en délégation ou les assurances externes sont à peu près le moitié des tarifs de ce qu'il peut vous proposer la banque. Ce qui est important, c'est que parfois, l'assurance de la banque, elle ne peut pas elle-même vous proposer un contrat qui couvre les pays, votre pays de résidence. Je parle notamment pour le résident aux États-Unis. Donc, c'est dans ces cadres-là que nous proposons nos services. Si la banque, elle peut pas vous assurer, nous, on pourra sans problème trouver un contrat qui s'adapte à votre pays de résidence. Alors, je vais prendre une dernière question et après nous allons clôturer là-dessus. Dernière question de Valentin. Bonjour, est-ce que vous pouvez aider pour le financement dans le rachat de parts de la maison familiale en France? Alors, nous pouvons vous accompagner si vous êtes le propriétaire final de cette opération. Donc, n'hésitez pas à nous faire une demande sur le site pour qu'on puisse voir comment on peut vous accompagner. Faut voir aussi si ce bien est détenu en nom propre et pas par le biais, d'une structure. Donc je pense que ce que c'était faire, ça s'appelle un rachat de soulte, et donc voilà, c'est un cas bien spécifique et qui mérite, un entretien pour qu'on puisse, voir comment on peut vous accompagner. Mais sur le principe, en effet, si vous voulez racheter la maison familiale, nous pouvons regarder ce type de projet. Je pense qu'on a fait les tours et on va vous envoyer par la suite la présentation et on répondra par email à vos questions. De ma part, je remercie tout le monde et particulièrement l'UFE pour l'organisation de ces webinaires. N'hésitez pas, si vous avez un projet immobilier, vous avez besoin d'une assurance, vous pouvez nous contacter par email, par téléphone ou faire une demande de devis sur notre site internet. Toute notre équipe sera à votre disposition pour en discuter. Merci à tous. À très bientôt. À bientôt. Bonne soirée.